Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et on revient ce matin sur les résultats du premier tour de la présidentielle en Nouvelle-Calédonie, mais aussi au niveau national avec votre invité. Et notre invité, c'est Bernard Deladrière, signataire de l'accord de Nouméa, que les auditeurs du club politique de Radio Rythme Bleu connaissent bien. Bernard, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur les résultats du premier tour de la présidentielle. À l'échelon national d'abord, Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen. Que vous inspirent ces résultats? Finalement, il n'y a pas de surprise, c'est un peu ce que les sondages nous prédisaient. Tout à fait. L'élection avait eu lieu dans les sondages. Ça fait plusieurs mois qu'on nous annonçait ce scénario qui s'est pleinement vérifié. Simplement, le président sortant a fait un petit peu mieux que ce que les derniers sondages lui donnaient. Et puis après, puisqu'on parle des sondages, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'était le score de Jean-Louis Mélenchon et puis les scores de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour étaient très largement surévalués par les sondages. Alors justement, concernant le score de Valérie Pécresse, est-ce qu'on assiste effectivement à la suite de la recomposition qu'on avait déjà vue? On a vu le Parti Socialiste s'effondrer, Anne Hidalgo fait même pas 2%, à peine 2%. Est-ce que c'est aujourd'hui les Républicains qui vont subir ce coup de la recomposition? C'est intéressant de comparer cette élection 2022 avec celle de 2017. Je rappelle qu'en 2017, il y avait un acteur très très important qui s'appelait François Fillon. Et François Fillon, malgré tout ce qui s'était passé, la survenue très opportune d'une affaire judiciaire en pleine campagne, il avait quand même terminé troisième à près de 20% des suffrages. Cette fois-ci, Valérie Pécresse, qui appartient à la même famille politique, est à moins de 5%. Donc c'est vrai que ce qui était arrivé au Parti socialiste dès 2017, avec le score de Benoît Hamon, est arrivé cette fois-ci à la famille des Républicains avec Valérie Pécresse. Donc oui, c'est une véritable révolution politique, j'emploie le mot, qui est intervenue au niveau national. C'est-à-dire qu'on voit qu'on va avoir désormais, semble-t-il, deux blocs. Un bloc qu'on peut qualifier de centriste, progressiste, mondialiste, et de l'autre côté, un bloc plus nationaliste et souverainiste. La question intéressante, c'est de savoir si on retrouvera cette nouvelle configuration dans les territoires, c'est-à-dire principalement maintenant aux élections législatives. Ça va être effectivement le troisième acte après le second tour de l'élection présidentielle. Alors sur le territoire maintenant, en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron en tête avec 40,51% des voix. On se rappelle qu'il y a 5 ans, il avait eu 12% seulement. C'est François Fillon, dont vous parliez, qui est arrivé en tête avec 31%. Alors, où Emmanuel Macron a-t-il fait ses voix cette fois-ci? D'où ça vient ce score? Alors, clairement, Emmanuel Macron, en Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu une exception dans les Outre-mer, hein. Il y a aussi la Polynésie, puis Wallis et Futuna. C'est dans le Pacifique, oui, apparemment. Voilà, c'est dans le Pacifique. Donc, M. Macron fait un très beau score, en très forte progression par rapport à 2017. Il gagne 17 500 voix. Alors l'explication, bien sûr, c'est pas scientifique, hein, ce qu'on dit, ce sont des commentaires. Il est clair que c'est l'effet référendum, maintien de la date du référendum, solidarité nationale dans la lutte contre la pandémie, prêt de l'AfD, etc. C'était un remerciement de la part des électeurs calédoniens, en tout cas d'une partie d'entre eux. Mais Elisabeth, ce qui me frappe, au-delà de ce beau résultat de M. Macron, c'est le taux d'abstention. C'est quelque chose de vertigineux. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 électeurs calédoniens sur 3, et je rappelle que là, tout le monde a le droit de voter, hein, qui ne sont pas allés voter. Presque 67% d'abstention. C'est ça qui, à mon avis, est à retenir et est inquiétant pour l'avenir. Et ça s'explique comment, alors, cette forte abstention? Participation, effectivement, 33,35%. Pourquoi les Calédoniens ne sont pas allés voter? Alors, il y a plusieurs éléments qui sont mis en cause, qui sont évoqués. Qu'est-ce qui vous paraît le plus déterminant dans cette abstention? Alors,
C'est vrai que la tentation simple serait de dire « Ah ben ça c'est parce que les indépendantistes, en tout cas une partie d'entre eux, l'Union calédonienne, avaient appelé à ne pas participer à l'élection présidentielle ». Mais ça n'explique absolument pas la totalité de cette abstention, parce que en mettant les choses vraiment au grand maximum, sachant que là, tout le monde a le droit de voter, on pourrait dire que l'électorat indépendantiste, toute sensibilité indépendantiste, ça représente 40%. Mais encore une fois, c'est au maximum, grand maximum. En plus, il y en a une partie d'entre eux, j'y reviendrai, qui sont allés voter. Donc, il y a une grande partie des abstentionnistes qui sont des loyalistes. Et comme c'est un sujet qui me paraît intéressant, je suis allé regarder, d'une part, les voix de M. Fillon 2017 par rapport à Mme Pécresse 2022, et aussi les voix de Mme Le Pen. Je vais commencer par Mme Le Pen. Même si on ajoute les voix qui se sont portées sur M. Zemmour en Nouvelle-Calédonie, on parle de la Nouvelle-Calédonie, il manque environ 5000 voix à Mme Le Pen, toutes choses étant égales par ailleurs, par rapport à son score de 2017. Quant aux électeurs de M. Fillon, il y en avait 27 000, un petit peu plus en 2017, et Mme Pécresse fait 4 144 voix. Donc il y a 23 000 électeurs de M. Fillon qui ont disparu. Les électeurs 2017 de Mme Le Pen manquants, si je puis dire, et les électeurs de M. Fillon manquants ne se sont pas tous reportés sur M. Macron, qui avait quand même déjà fait, en 2017, 11 000 voix. Donc, à mon avis, mais c'est une hypothèse qui n'appartient qu'à moi, il manque 11 000 voix qui s'étaient portées en 2017, soit sur Mme Le Pen, soit sur M. Fillon. Et ces 11 000 voix, c'est probablement des gens qui ne sont pas allés voter. Voilà. Alors, pourquoi ne sont-ils pas allés voter ? Un des éléments d'explication qu'on donnait tout à l'heure, Elisabeth, c'est qu'il y avait ce sentiment que, de toute façon, les jeux étaient faits, que ça ne servait à rien. C'est à cause des sondages. À cause des sondages. Mais c'est pas selon vous, c'est pas la seule explication. Il y a aussi, alors on a dit lassitude d'aller voter, on a dit le fait que finalement ça sert à rien. Et ils ont l'impression que les scrutins après scrutin, rien ne change. Ça peut être aussi ça, quoi, cette espèce de... Oui, enfin, c'est difficile de faire des hypothèses. Je voudrais rajouter que du côté de la gauche aussi, on constate que si M. Mélenchon est en progrès en Nouvelle-Calédonie, il gagne 2000 voix par rapport à 2017, il ne récupère pas, et de loin, les voix qui s'étaient portées sur M. Hamon en 2017. Donc là aussi, je veux dire, même dans cet électorat-là, il y a aussi une forte déperdition. Et comme vous le disiez, c'est les indépendantistes qui sont allés voter, enfin qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais pas tous. Il y a une partie des indépendantistes qui non plus ne sont pas déplacés. Exactement. Alors maintenant, le second tour se prépare. Ce sera donc un duel Macron-Le Pen sans surprise, comme il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a une incertitude? Alors on va revenir au niveau national peut-être. Est-ce qu'il y a une incertitude ou est-ce que tout est joué? C'est bien sûr la question qu'on va se poser dans les 15 jours qui viennent. C'est vrai que là encore, la tentation est très forte de dire de toute façon, les jeux sont faits, c'est exactement comme en 2017, et donc M. Macron va l'emporter très largement. Je pense que c'est une erreur de dire ça. Je pense que cette fois-ci, le scrutin va être beaucoup plus serré. L'écart entre M. Macron et Mme Le Pen va être beaucoup plus serré. Pourquoi ? Pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce qu'il y a eu cette fameuse dédiabolisation de Mme Le Pen, qu'elle a, semble-t-il, réussi. Et donc, ça n'est plus honteux de voter pour une candidate que de vos confrères classent à l'extrême droite. Ça n'est plus honteux. Il me semble qu'il n'y ait plus ce plafond de verre dont on a longtemps parlé. Donc je me garderai bien de faire un pronostic. Il semble quand même que, compte tenu de son avance, des réserves de voix, le président de la République sortant soit favori. Mais
ça va être beaucoup, beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans. D'autant plus que Marine Le Pen est dédiabolisée, comme vous le disiez. Et de son côté, il y a également un front anti-Macron qui est plus vif sûrement qu'il y a 5 ans. Ah bah oui, tout à fait. Il y a 5 ans, il sortait quasiment du néant. Enfin, on le connaissait très peu. Là, il a exercé le pouvoir pendant 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a presque 3 Français sur 4 qui ne veulent plus de lui. Si on en croit, là non plus les sondages, mais les différents votes. Donc oui, lui, il a un bilan à défendre. C'est différent. Donc une certaine incertitude pour ce second tour qui aura lieu, on le rappelle, le 24 avril. Bernard de Verrières, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci à vous. Et on vous retrouve bien sûr vendredi soir dans le Club Politique. Avec plaisir.